Bonjour et bienvenue à Radio LGV pour l'émission du 3 décembre et l'épisode 5. Donc aujourd'hui, on va faire une discussion sur le nouveau gymnase. Ernesto va nous parler une critique du film Blitz. On va faire une entrevue sur la visite à Radio-Canada. On va vous parler du palmarès des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps. Ernesto va encore nous présenter l'album Neo Theater de AJR et on va vous parler de l'évolution de la musique québécoise. Donc, commençons. Donc, Ernesto puis notre technicien, j'aimerais savoir si vous avez hâte au nouveau gymnase. Parce que là, on le voit bien construire. J'espère que vous aussi, dans la Fidji et l'Estaminet, vous le voyez aussi. Mais je veux savoir, Ernesto et notre technicien, votre avis sur le nouveau gymnase. Moi, j'ai vraiment hâte qu'il soit construit parce que c'est un nouveau pavillon à l'école. Il y aura plus d'installations. Ça va être vraiment cool. Puis, j'ai vraiment hâte. OK. Puis toi, Moi, j'ai vraiment hâte parce que moi et Ernesto, au fait du badminton, et j'ai vraiment hâte à pas avoir à me lever à 6h30 pour aller à une compétition à Lévis. OK, c'est drôle. Donc, tu Ou à viens... Sherbrooke. Oh, c'est plus loin ça. Mais tu viens me dire que vous avez hâte, vous avez hâte aussi pour votre badminton, vous allez pouvoir le faire là-bas, c'est ça? Ouais. Okay. Ouais. À votre avis, il va ressembler à quoi? Parce que là, on n'est pas encore sûr un peu. Il va ressembler à quoi? On le voit de l'extérieur. À quoi il va ressembler à votre avis à l'intérieur? Moi, à mon avis, genre, les plafonds, ils vont être comme vraiment hauts. Ça va vraiment être un bon gymnase. Parce que, oui, ils sont quand même hauts dans les gymnases ici, dans le pavillon comme actuel. Mais, à mon avis, il sera encore comme plus haut. Comme, ouais, c'est ça. Et toi? Moi, je pense que moi j'ai vu le vidéo sur le site de Saint-Jean-Garnier. Il y a une vidéo du nouveau bâtiment. Intéressant. Et dans la vidéo, c'est pas très réaliste. Mais ça a un peu là. C'est un peu comme le même style que l'accueil des élèves. Et je pense que ça va un peu être comme le même que le gymnase qu'on a maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous trouvez fascinant sur le prochain gymnase là? Parce que moi, par exemple, je trouve que c'est cool quand même qui va être relié avec une passerelle. C'est quand même, au lieu juste de sortir puis rentrer, il y a une passerelle reliée. Vous, y a-t-il quelque chose de fascinant que vous voyez déjà sur le projet? Oui, moi aussi, la passerelle. Puis comme, moi, je pensais que ça serait juste un étage, le pavillon. Mais ça a l'air d'être comme 2 étages, peut-être même 3. Donc, pourquoi tu penses ça, Henri, à ton... parce qu'il y a comme l'air d'avoir, je sais pas comment expliquer, mais comme... Il y a l'air d'avoir comme une partie en dessous qui est comme plus grosse, puis une partie comme un autre bloc ajouté en haut qui est comme plus petit un peu. Ça serait comme l'accueil et comme des vestiaires. Ouais, c'est ça, peut-être. Et toi, notre technicien? Ce que je trouve comme un peu fascinant, c'est le fait que ça se peut qu'il y ait comme un autre mezzanine. Parce que c'est tellement... Ouais. C'est comme je te c'est comprends. plus haut que l'autre gymnase. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'aime vraiment la mezzanine. Et ouais, j'espère qu'ils vont en avoir un autre. OK. Puis là, tantôt, vous m'avez dit que vous avez hâte pour le badminton, mais est-ce qu'il va être bénéfique pour vous pour d'autres affaires? Est-ce que vous prévoyez faire de nouvelles activités pour le futur? J'ai entendu dire que le profil, ils vont installer un profil volleyball dans le nouveau gymnase. Est-ce que ça vous intéresse? Je déteste le volleyball. Oh, Pire ouais, sport c'est au ça. monde. Bon, aussi, ça m'intéresse comme semi le volleyball. Mais sinon, il sera-tu bénéfique pour vous d'une autre façon? Sérieux, c'est vraiment beaucoup pour le badminton parce qu'il n'y a pas assez de terrain pour que tout le monde puisse jouer en simple en même temps. Donc, ça serait vraiment le fun. Super, donc c'était assez intéressant. Donc, comme prochain sujet, Ernesto nous a préparé une critique sur le film Blitz. Puis moi, j'ai une petite question en premier. C'est pour les gens qui ne connaissent pas le film Blitz, comme moi, je voudrais savoir c'est quoi un peu. Pourrais-tu me dire ça? C'est un film qui parle de la Seconde Guerre mondiale, plus en particulier du Blitz qui s'est passé en Angleterre. C'est ça, pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis ça raconte l'histoire de George. C'est un jeune garçon de comme 8-9 ans qui se fait envoyer à la campagne pour échapper au bombardement. Puis c'est sa mère Rita qui veut ça, mais lui, il veut pas. Donc, il va arriver dans un train, mais là, lui, comme il veut pas, il va décider de sauter du train pour essayer de retrouver son chemin puis de retourner avec sa mère.
Puis il va rencontrer plusieurs personnages, comme par exemple 3 frères. Puis, c'est ça, ou parfois des personnes mal intentionnées envers lui. Puis c'est ça, il va lui arriver plein d'aventures. Puis le film, ça parle pas mal du deuil et de tristesse parce qu'en fait, George, il a jamais connu son père parce que il était noir puis c'est comme fait capturé en raison de ça. Puis on va en apprendre plus à propos de ça pendant tout le film. Puis c'est vraiment un film émotionnel puis parce que ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Ça a l'air très captivant. Ouais, c'était vraiment bon. Puis moi, je lui mettrais la note de 4,5 sur 5. Ouais, c'est beaucoup, mais c'était vraiment un vraiment bon film. À mon avis, il est dans la course aux Oscars, donc il y a des chances de remporter un Oscar. Puis il y avait de l'action du début à la fin, puis tu veux toujours savoir ce qu'elle a arrivé à George. Il lui arrive vraiment n'importe quoi. Puis la fin est vraiment touchante. Je vais pas trop vous en dire. Puis ça retrace également plusieurs événements qui sont arrivés pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis il y avait beaucoup de jeunes acteurs qui étaient enfants, surtout dans le début. Puis le jeu d'acteur, il était vraiment bon, même pour les enfants qui devaient avoir même pas notre âge. Donc c'est ça, c'est vraiment un bon film. Ça a l'air d'un vraiment bon film. Ça m'a donné envie de le regarder parce que moi, j'aime vraiment les films de la Deuxième Guerre mondiale. Ça Ouais. m'intéresse de savoir l'histoire. J'espère qu'on vous a donné l'envie de regarder le film Blitz. Donc, comme troisième sujet, on va faire une entrevue sur la visite à Radio-Canada de Arnestro. Est-ce que toi, t'es allé, notre technicien? Non? OK, Ah, OK, toi, t'as pas pu y aller. Comme moi aussi, j'aurais aimé aller. Donc, en fait, c'était quoi la visite? Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, c'était organisé par le gars qui organise la radio étudiante, M. Bérubé. Puis, c'est ça, on est allé visiter les studios puis assister à l'émission d'après-midi de Guillaume Dumas qui s'appelle C'est encore mieux l'après-midi. Puis, c'est ça, c'était vraiment le fun. C'était quand? C'était mercredi soir dernier de 15h45 à 6h15. Et est-ce que le soir. vous étiez beaucoup? On était peut-être une douzaine environ. Ok, cool. Mais- Tu peux me dire qu'est-ce que tu as fait en ordre, genre comment, genre Euh, pour dire aux gens Ben, ici? on est arrivé, puis là, on s'est séparés en 2 groupes. Puis il y en a un qui a commencé par aller voir, par écouter l'émission de Guillaume Dumas. Puis l'autre équipe qui commençait par visiter les studios. Puis en fait, juste après, tout le groupe, on est allé dans la salle de réunion, comme des studios. Donc, c'est ça. Puis ensuite, moi, je suis allée voir l'émission de Guillaume Dumas. Où c'est ça, c'était vraiment le fun. On pouvait comme voir les journalistes qui parlaient. Puis aussi, quand on est arrivé, il y avait Geneviève Guilbeault en entrevue. Donc, quand elle a fini son entrevue, elle est venue, puis elle nous a serré la main, puis elle nous a un peu parlé. Donc, c'était vraiment le fun. Suite après avoir assisté à l'émission, on a visité les studios. On a vu comme tous les endroits où que le monde y travaillait. Comme, par exemple, ceux qui font le montage, par exemple, de l'émission du téléjournal. Puis on est même allé sur le plateau de tournage, genre 5 minutes avant le début. On a pu voir de quoi ça avait l'air. C'est cool, ça. Donc, tu m'as déjà dit que tu as vu Geneviève Guilbeault, c'est quand même cool. Donc, mais est-ce que tu as vu quelque chose t'as fait quelque chose d'incroyable aussi, sinon? Ou genre... Ce que j'ai trouvé vraiment comme incroyable, vraiment surprenant, le nombre de monde qui travaille pour une seule affaire. Il y en a qui font les sous-titres, il y en a genre, qui font le montage. c'était rempli le plateau, Ouais, tout c'était ça. Là. rempli. Il y en avait genre combien de gens, là, juste pour donner une idée? Beaucoup, une vingtaine. Ça dépendait parce qu'il y avait beaucoup de stations de travail. Puis il y avait plein de métiers différents comme, c'est ça, les monteurs, ceux qui faisaient les sous-titres. Il y en avait qui regardaient pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur dans le téléjournal. Puis quand on est arrivé, comme c'était comme la fin d'après-midi, c'était vraiment de l'agitation pour que le téléjournal soit prêt à temps. Puis il y avait tout le monde qui marchait super vite puis qui était un peu stressé. Ça a dû être cool, ça. Qu'est-ce que tu as aimé un peu moins de cette sortie, de cette... Parfois, il y avait des moments que c'était comme un peu long, puis il y avait comme pas grand-chose à faire
à part juste attendre que genre quelqu'un arrive pour venir nous parler. Puis, mais sinon, c'est vraiment le fun. Il y a pas grand-chose d'autre que j'ai trouvé pas le fun. Bon, moi, j'imagine que c'était pas grand-chose, qu'il y ait juste un long, mais c'est quand même cool tout ça. Puis en conclusion, tu referais-tu cette activité? Si tu pouvais conseiller ça à d'autres monde, tu le ferais-tu, genre, oui? Ouais, c'est sûr, je le referais vraiment sans hésiter. C'était vraiment une belle expérience. C'est ça. En plus on a pu rencontrer le gars qui fait qui dit par exemple qu'il y a un embouteillage sur telle route, puis qu'on entend cool, toujours ça. à la radio. Puis Ouais. puis c'était vraiment le fun de pouvoir se mettre un visage sur cette personne-là, puis aussi toutes les autres personnes qui faisaient de la radio. Ouais, donc ça donne envie d'y aller. Ça donne envie d'y aller. De retour à Radio LJV, maintenant on va faire le palmarès des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps. Donc je vais laisser la parole à mon coéquipier Arnaistro pour commencer. Donc en 10e position, il y a The Witcher 3 qui s'appelle Wild Hunt, qui est sorti en 2015, puis a été vendu à 50 millions d'exemplaires, c'est vraiment beaucoup. Puis a été édité par CD Projekt. Et en fait, c'est un jeu qui suit Geralt de Rive, un sorcier en quête de sa fille adoptive, Ciri, traquée par la chasse sauvage. Puis c'est un monde ouvert qui est vraiment riche. Puis le héros, il doit faire face à des monstres puis des intrigues complexes. Puis il doit prendre des choix qui influencent le destin des personnages et de l'histoire. En 9e position, il y a le jeu Human Fall Flat qui est sorti en 2016 et qui est en égalité avec le jeu que Ernesto vient de dire, The Witcher 3, avec 50 millions évidemment d'exemplaires vendus aussi. L'éditeur, c'est plutôt Curve Digital. La description du jeu, c'est Human Fall Flat est un jeu de plateforme et de réflexion en monde ouvert où tu incarnes Bob, un personnage maladroit qui explore des niveaux flottants. Le jeu repose sur la résolution d'énigmes physiques utilisant les mouvements désordonnés et interactifs de Bob pour manipuler objets et structures dans un environnement humoristique et créatif. Donc, ensuite, en 8e position, il y a Terraria. C'est un jeu qui est sorti en 2011 puis qui a été édité par Relogic 505 Games, Spike Chunsoft, puis qui a été vendu à 60,7 millions d'exemplaires. Puis c'est un jeu d'action-aventure en 2D où tu explores, construis et combats dans un monde qui est généré aléatoirement, donc un peu comme Minecraft. Puis tu es armé d'outils et d'armes, tu creuses pour collecter des ressources, tu fabriques des objets, puis tu affrontes des ennemis, puis des boss vraiment variés. Puis tout ça, c'est dans un univers mêlant créativité et survie. En 7e position, il y a le jeu Red Dead Redemption 2 qui est sorti en 2018 avec 67 millions d'exemplaires vendus. L'éditeur, c'est Rockstar Games. Donc, le jeu Red Dead Redemption 2 est un jeu d'action-aventure en monde ouvert où vous incarnez Arthur Morgan, un membre de la bande de Dutch van der Linde. L'histoire suit Arthur dans un vaste paysage américain à la fin du 19e siècle, où il doit naviguer un conflit, les choix moraux et l'évasion de la loi, tout en essayant de survivre dans un monde en changement. En 6e position, il y a Mario Kart 8 qui est sorti en 2014. En fait, ça inclut aussi Mario Kart 8 et la version Deluxe aussi. Et il a été vendu par 72,73 millions d'exemplaires, puis il a été édité par Nintendo. Puis c'est un jeu où tu attaques tes adversaires sur des courses vraiment colorées puis amusantes, qui sont vraiment variées, avec des objets comme des carapaces, des pots de banane ou même des calmars. Donc, les objets, ils sont vraiment originaux parfois. Puis ils ont même ajouté dans les 2 dernières années des courses additionnelles parce que c'était vraiment un gros succès. Puis j'espère qu'il y en aura un autre de la série bientôt. Donc, en 5e position, il y a le jeu PUBG, je connais pas le jeu, mais... PUBG. Ouais, Battlegrounds, qui est sorti en 2017 avec 75 millions d'exemplaires vendus. L'éditeur, c'est PUBG Corporation. Donc, ce jeu, c'est un jeu de bataille royale où 100 joueurs s'affrontent sur une île pour être le dernier survivant. Tu commences sans équipement et dois fouiller pour trouver des armes, des munitions et des objets, tout en évitant une zone de plus en plus réduite. Le jeu combine stratégie, tir et survie dans des combats intenses. Ensuite, il y a la Wii Sport qui est sortie en 2006, puis ça a été édité par Nintendo puis vendu à 82,9 millions d'exemplaires. Puis c'est un jeu de sport qui a été développé pour la console Nintendo Wii.
Puis ça permet aux joueurs de pratiquer des sports comme le tennis, le bowling, le golf, le baseball ou encore la boxe, juste en utilisant la manette Wii Remote qui simule les mouvements physiques. Puis le jeu, il se distingue par son approche interactive et intuitive, puis ça exploite les capteurs de mouvement de la console pour ouvrir une expérience vraiment immersive et accessible à tous. Donc, en troisième position, il y a le jeu bien connu qui est quand même vieux, Tetris ER. Et dans cette version-là, on parle de elle de 2006 avec exactement environ 100 millions d'exemplaires vendus. L'éditeur, c'est Electronic Arts. Tetris, c'est un jeu mobile du célèbre jeu de puzzle Tetris. Les joueurs doivent empiler des blocs de formes variées pour former des lignes complètes qui disparaissent ensuite. Le but est d'éviter que les blocs atteignent le sommet de l'écran en ajustant leur position et leur rotation. Cette version propose des graphismes modernes et des modes de jeu variés tout en restant fidèle au gameplay classique. Ensuite, dans le top 2, tout d'abord, il y a Grand Theft Auto 5, plus connu sous le nom de GTA V, qui a été vendu à 205 millions d'exemplaires vendus par Rockstar Games. C'est un jeu d'action ou aventure en monde ouvert où les joueurs y contrôlent 3 personnages criminels dans la ville fictive de Los Santos. Et le jeu s'accompagne missions scénarisées, activités variées comme vol, course, combat et exploration libre. Ça offre même un mode en ligne, GTA Online, où les joueurs peuvent interagir, voler et accomplir des missions ensemble. Et en première place, on n'aurait pas fait ce palmarès pour rien, c'est évidemment Minecraft qui est sorti en 2011. Je croyais que c'était 2009. Mais bon, peu importe. Ouais, c'est vrai, c'est 2009. C'est 2009. Donc, ils ont vendu un gros montant de 300 millions d'exemplaires. L'éditeur, c'est Mojang. Donc, en une description, Minecraft, c'est un jeu de survie et de création dans un monde constitué de blocs. Les joueurs peuvent explorer, récolter des ressources, construire et affronter des ennemis, tout en choisissant plusieurs modes de jeu comme survie, créatif, aventure et plusieurs. Donc, c'était ça. On est de retour à Radio LJV. Puis, comme prochain sujet, on va parler de l'album Neo Teenage de AJR. Comme vous le savez sûrement, il y a quelques semaines, on a fait Maybe Man et The OK Orchestra. Maintenant, on fait Neo Teenage. Alors, je donne la parole à mon coéquipier Ernesto. Donc, en fait, c'est le 3e album du groupe. Il est sorti en 2019. Puis, à mon avis, c'est le meilleur, mais ça, c'est pas mal juste un avis. Puis, tout tourne dans cet album-là autour d'un théâtre. En fait, le Neo D2, comme le nom de l'album. Puis l'album, il commence avec une voix comme d'opéra, puis il finit de la même façon. Donc, c'est vraiment un bon concept. Puis dans cet album-là, il y a plusieurs de easter eggs. Plus en particulier, il y a des liens entre les chansons. Comme, par exemple, on entend une mélodie d'une chanson dans une autre chanson. Donc, c'est vraiment cool. Puis l'album, il commence avec Next Stop Forever, que... ça parle de quelqu'un qui s'inquiète à propos du regard des gens, puis il a toujours peur de réaliser ses rêves, comme par exemple sortir un album, il veut toujours reculer ce qu'il veut faire au futur. Puis un fait intéressant, on peut entendre un éléphant dans la chanson. Puis ensuite, il y a Birthday Party, que c'est un single qui est sorti en mars 2019. Puis c'est un bébé qui a 1 minute, qui existe depuis 1 minute, puis espère que sa vie soit parfaite, puis genre qu'il ait une belle vie. Puis il y a une partie de la chanson qui vient du film Radiohead, que c'est un film comme un peu d'horreur des années 70. Et leur technicien de lumière de AJR, il chante dans cette chanson-là. Donc, en fait, dans la partie qui vient du film Radiohead, comme il commence à chanter comme la même mélodie. Ensuite, il y a 100 Bad Days. C'est leur plus gros succès dans l'album. C'est un single qui est sorti en janvier 2019. C'est quelqu'un qui raconte que sa vie est dure, mais au moins, ça fait des bonnes histoires à raconter. Puis qui est intéressant dans les parties. Ensuite, il y a Don't Run My Legos. Que la mélodie, c'était censé être pour 100 Bad Days à la base. Donc, ça, c'est intéressant. Puis le chanteur, il parle sur qu'est-ce qu'il fera s'il revient chez ses parents. Puis si ses Legos, ils seront encore là, puis il veut pas que ses parents jettent ses Legos. Ensuite, tu as Break My Face. C'est pas une chanson très importante de AJR. Il n'y a pas grand-chose à dire à propos de ça. À part que le chanteur, il dit que c'est pas important d'être beau, puis que ça va pas vraiment changer ta personnalité. Ensuite, il y a Turning Out Part 2, que c'est la deuxième partie de la trilogie avec Turning Out Part 2, Turning Out Part 3. C'est... quelqu'un qui se dit qu'il était peut-être pas en amour avec quelqu'un,
Puis la chanson est inspirée de Midnight de Coldplay. Puis ensuite, The Entertainment's Ear. Puis c'est quelqu'un qui est toujours distrait puis qui fait la fête à la place de travailler. Comme par exemple, il est distrait par sa chanson préférée, puis plein d'affaires du genre. Puis ils ont écrit la chanson en 10 minutes à 4 heures du matin quand en fait, ils avaient dit oh my God. Puis là, ça leur avait donné comme tout de suite une idée de chanson pour ça. Puis ils se sont inspirés de la chanson Breathe In, Breathe Out de Kanye West. Et ensuite, Karma. C'est quelqu'un qui se demande pourquoi il est aussi peu chanceux, puis même s'il fait de son mieux, puis il se demande pourquoi il y a autant de karma. Puis la première chanson qu'il a écrite pour l'album, c'était à la base censé être la deuxième chanson qu'on entendait dans l'album. Puis Beats, ensuite, c'est une chanson sur quelqu'un qui se demande toujours comment devenir plus populaire. Puis la chanson, ils l'ont terminée comme vraiment pas beaucoup de jours avant la sortie, comme même pas une semaine, je crois. Puis il disait que c'était vraiment une chanson dure à écrire. Et ensuite, il y a Wow, I'm Not Crazy, que c'est une chanson sur quelqu'un qui explique qu'il est normal puis qui est pas étrange. Comme par exemple, il dit qu'il est juste le messager puis que il faut pas tout mettre sur sa faute. Puis ensuite, Dear Winter, c'est le dernier single pour cet album-là qui est sorti moins d'1 mois avant l'album, en avril 2019. Puis c'est une chanson pour le futur enfant du pianiste du groupe qui s'appelle Ryan, puis il appellerait son fils Winter s'il y en aurait un. Puis la dernière chanson qui finit l'album vraiment bien, c'est Final, Can't Wait to See What You Do Next, que ça commence avec une voix d'opéra, comme Next Stop Forever avait commencé. Puis la chanson finit aussi de même. Puis c'est quelqu'un qui est accablé puis il veut pas sortir dehors. Puis aussi, un fait intéressant, le dernier mot de cette chanson-là et le dernier mot de l'album, c'est OK. Puis les fans, ils disaient que c'était probablement pour ça que OK Orchestra s'appelait de même. Parce que c'était comme... Donc, quand on a parlé, tu nous as parlé de l'album de Mayuen, je t'ai posé de Mayuen et OK que ça, je t'ai demandé c'était quoi ta chanson préférée. Là, je vais te demander c'est quoi la moins bonne chanson à ton avis. La moins bonne chanson et pourquoi? Moi, je dirais que c'est probablement Turning Out Part 2. C'est comme une chanson comme... la mélodie est comme un peu comme trop calme. Il y a comme pas vraiment beaucoup de travail qui a été fait dessus. Donc c'est comme un peu pas de ton genre, un peu? Ouais, c'est comme pas vraiment mon genre. C'est vraiment la moins bonne de la trilogie. Puis vraiment de loin. OK, puis je vais aussi encore te demander, c'est quoi ta chanson préférée dans cet album? C'est Karma. C'est comme vraiment... c'est ma chanson préférée de AJR. C'est comme leur meilleure. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça que ça soit vraiment mieux que les autres? Il y a comme le beat un peu de la chanson, il est comme vraiment bon. Comme la chanson, ça va comme... elle se construit tout au long de la chanson, puis c'est vraiment cool. Puis il y a aussi comme plusieurs parties comme instrumentales qui sont vraiment bonnes, je trouve. Donc c'est pour ça que c'est ma chanson préférée. Super, de donc et de l'album. Super, donc comme dernier sujet, Ernesto va nous parler de l'évolution de la musique québécoise depuis 100 ans. Ouais. Donc, en fait, le premier studio d'enregistrement, il est arrivé vers la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Puis c'était la compagnie montréalaise Berliner qui faisait ça à Montréal. Puis tout commence dans les années 20 avec la première chanteuse très populaire, la Bolduc, que c'est une chanteuse folklorique qui turlutait. C'est comme chantonner un air avec des sons particuliers. C'est comme un peu compliqué à faire. Puis elle est connue du nom de la Bolduc, mais en fait, son vrai nom, c'était Marie Travers, ou Marie Traverse, je suis pas sûre. Puis son plus gros succès, ses plus gros succès, c'est J'ai un bouton sur la langue et ou encore Nos braves habitants, mais elle en a eu vraiment beaucoup plus. Puis ensuite, dans les années 30, c'est pas passé grand-chose. La Bolduc continue à faire de la musique. Il y a eu quelques petits artistes, mais il n'y a vraiment pas eu de gros succès. Mais dans les années 40, il y a Alice Robbie, puis c'est la première chanteuse québécoise de renommée internationale. Puis elle faisait de la musique pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était compliqué d'importer des disques de France. Donc c'est pour ça qu'on la surnomme beaucoup la chanteuse de la guerre. Puis elle a enregistré des disques à New York et à Los Angeles. Puis son gros succès, c'est Tico Tico, qu'elle a sorti en 1942. Et ça a vraiment commencé sa carrière à ce moment-là.
Et en 1950, évidemment, le plus grand chanteur de ces années-là, c'était Félix Leclerc, vous le connaissez sûrement. Puis c'est considéré comme le pionnier comme le pionnier de la musique québécoise. Puis il a entre autres donné son nom au trophée au Gala de la disque et plusieurs autres endroits. Euh, comme par exemple des écoles, des parcs, plein d'endroits du genre. Puis il a connu un très gros succès en France. Puis il a vraiment eu beaucoup de succès, comme par exemple Le Tour de l'île, qu'il a écrit à cause qu'il a grandi sur l'île d'Orléans, puis ça avait vraiment une grosse place dans son cœur. Puis il a aussi eu comme succès Le Petit Bonheur, Bozo, Moi mes souliers, puis plein d'autres. Et dans les années 60, c'est vraiment l'explosion de la musique québécoise. Il y a vraiment beaucoup de chanteurs connus, mais je vais pas toutes vous les nommer. Mais par exemple, il y avait Gilles Vigneault, que c'est un chanteur très marquant pour sa musique à la guitare. Et il faisait un peu de la musique rock aussi. Puis c'était ouais, c'est ça. Puis il complétait le trio Leclerc, Charlebois et Vigneault. Puis son plus gros succès que vous avez probablement déjà entendu, c'est Jean du Pays. Puis comme je l'ai dit, il complétait le trio Leclerc, Charlebois et Vigneault. En fait, Charlebois, c'est Robert Charlebois, qui est un chanteur qui faisait du rock. Puis c'était vraiment un grand ami de Félix Leclerc et de Gilles Vigneault. Puis il attirait vraiment beaucoup de foule à ses concerts. Puis c'était le premier à chanter avec un accent joual, ce qui veut dire un accent québécois. Puis ses plus gros succès, c'est Lindbergh ou encore Les ailes d'un âge. Et dans les années 70, comme je l'ai déjà dit 2 fois, il y avait le spectacle. Non, il y avait Robert Charlebois, Gilles Vigneault puis Félix Leclerc qui étaient vraiment amis. Puis en fait, ils ont fait un spectacle qui s'appelait J'ai vu le loup, le renard et le lion pour l'ouverture de la Super Franco Fête en 1974. Puis c'était vraiment un spectacle mythique. Puis ils fêtaient ses 50 ans cet été, donc ils ont fait un spectacle en leur honneur sur les plaines. Puis il y avait plein d'artistes connus qui faisaient de leurs chansons, puis ils faisaient aussi des hommages. Puis c'était également l'ouverture de la Super Franco Fête, comme ça l'a été il y a 50 ans. Puis moi, ma mère, elle avait réussi à avoir des passes pour être comme dans l'avant-scène, donc on voyait comme super bien. Donc, ben moi, j'y suis allée, puis c'était vraiment un des plus beaux spectacles que j'ai vu de ma vie. Genre, je vais jamais oublier ça. Puis Robert Charlebois, il était là, puis il a joué 2-3 de ses chansons. Puis le spectacle a commencé avec Gilles Vigneault, avec une chanson de Gilles Vigneault. Tout le monde chantait une partie. Puis à un moment, on a vu Gilles Vigneault en vidéo qui chantait une partie parce qu'il est rendu à 96 ans, il est rendu pas mal vieux pour faire des concerts encore. Dans les années 70, il y a aussi l'apparition de chanteurs et de groupes connus, comme par exemple Jean-Pierre Ferland, qui est mort en avril dernier. C'est un peu triste. Puis il est surtout connu pour son album Jaune, que c'était vraiment à ce moment-là que sa carrière a commencé. Puis les chansons, ils suivent avec des transitions comme parfaites, vraiment. Puis ses 2 plus gros succès, ils sont dans cet album-là, qui sont Le Petit Roi et son plus gros succès qui est vraiment connu, Le Chat du Café des artistes. Et il y a aussi Beau Dommage qui est très connu. C'est un groupe qui a connu beaucoup de succès, mais leur plus gros, ça reste La Complète du phoque en Alaska, que si vous demandez à vos parents, à mon avis, ils connaissent probablement cette chanson-là. Puis il y a aussi Paul Piché, que c'est un très bon chanteur qui utilise du vocabulaire québécois. Puis un style entre le rock et la musique québécoise, c'est vraiment de la bonne musique. Puis il fait encore de la musique, comme par exemple, cet été, il était en show au parc Roland-Baudin, que ma mère voulait y aller, donc ben, je l'ai accompagnée. Puis c'était ça aussi un vraiment très beau concert. Puis ses plus grands succès, il y a Pas grand-chose dans le ciel à soir, Heureux d'un printemps, ou encore L'escalier. Puis il y a aussi, comme on peut pas parler évidemment de tous les chanteurs, j'aimerais faire 2 mentions spéciales pour Harmonium et Offenbach qui avait Jerry Boulet dans son groupe. Puis Jerry Boulet, il a aussi fait de la musique tout seul. Puis c'est vraiment un groupe et un chanteur marquant. Dans les années 80, il y a la star Céline Dion qui est vraiment connue à l'international. Puis elle a commencé la musique très jeune, à l'âge de 13 ans. Mais il semble que mes parents m'avaient dit que c'était avec un album de Noël. Puis selon de récentes rumeurs que j'ai vues, elle reviendra avec une nouvelle chanson bientôt.
mais on n'en sait pas vraiment plus à propos de ça. Puis je crois pas qu'il faut s'attendre à un album. Puis ses plus gros succès, c'est My Heart Will Go On, qui est c'est comme la chanson thème de Titanic, que c'était vraiment un gros succès aux États-Unis, partout en fait. Puis elle a aussi comme succès Une colombe ou encore J'irai où tu iras. Puis dans ces années-là, il y avait aussi Claude Dubois qui commence à enregistrer des albums à l'âge de 12 ans, donc vraiment très jeune comme Céline Dion, avec un groupe western qui s'appelait Les Montagnards. Puis à peine 17 ans, il devient chansonnier attitré du Patriote. C'est une boîte de musique à Montréal. Puis il a connu une vraiment belle carrière. Puis son plus gros succès, c'est le blues du Businessman. Et il y a aussi Luc Plamondon, que j'aimerais surtout parler de Starmania, que c'est une comédie musicale qu'il a faite avec des chansons qu'il a écrites. Puis ça mêlait cirque, musique, théâtre, plein d'affaires. C'était vraiment cool. Puis ses plus grands succès, c'est Le temps des cathédrales. Puis ensuite, il y a Jean Leloup, il a connu du succès à la fin des années 80. Puis il a grandi au Togo, que c'est ça. Puis il y a plusieurs albums cultes, comme par exemple Le Dôme, La Vallée des Réputations ou encore Paradise City. C'est vraiment un grand chanteur québécois qui va laisser sa marque sur la culture québécoise. Ses plus gros succès, c'est Paradise City, I Lost My Baby et 1990. Puis aussi les colocs qui ont commencé en jouant dans des bars, puis ils sortent leur premier album qui s'appelle Les Colocs en 93. Puis ça a vraiment été un gros succès. Ça a vraiment bien commencé leur carrière. Puis vers 1998, ils produisent l'album Dehors Novembre, que ça a aussi été un très gros succès. Mais comme le chanteur du groupe qui est mort en 2000, ben, ils ont arrêté de faire de la musique dans ces années-là. Ben, ils ont un peu continué après, mais pas très longtemps après. Puis leur plus gros succès, c'est La rue principale et Tassez-vous de là. Puis ensuite, il y a beaucoup de chanteurs maintenant dans les années 2000 à aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a les Cowboys Fringants, que c'est un groupe vraiment populaire que dans leurs chansons, ils parlent de la vie, puis ils ont eu vraiment beaucoup de succès. À mon avis, c'est le plus gros groupe québécois de tous les temps. Peut-être qu'il y en aura plus dans le futur. Puis leur chanteur, Carl Tremblay, il est mort l'an passé, donc il a arrêté de faire la musique. Mais ils ont sorti leur album Pop Royal avec des chansons qui avaient eu le temps d'enregistrer avant sa mort. Puis ils ont vraiment marqué le Québec, par exemple avec leur succès L'Amérique pleure, Les étoiles filantes, Tune d'automne ou encore La fin du show qui est sorti en avril dernier. Et il y a aussi un autre groupe qui est très connu au Québec qui s'appelle Les Trois Accords. C'est un groupe humoristique. Puis leur seule chanson sérieuse, elle s'appelle Pâté chinois. Puis elle était sur leur dernier album. J'ai oublié le nom, mais là, il est sorti en 2022, je crois. Puis ils ont plusieurs albums qui ont été populaires. Comme par exemple Gros Mammouth Album, Beaucoup de plaisir et plein d'autres. Puis leur plus gros succès, il y a Hawaiian, Saskatchewan, Ouvre tes yeux Simon, Vol à l'étalage ou encore Corinne. Puis la conclusion, au fil des décennies, la musique québécoise, elle a beaucoup évolué. Commençant de la musique folklorique jusqu'au rock, passant par la musique traditionnelle québécoise. Puis maintenant, elle va même jusqu'au rap puis la pop avec des artistes plus récents. Puis ouais, les Québécois, ils peuvent vraiment être fiers de leur culture. Donc, c'est déjà la fin de l'émission. On vous remercie d'avoir écouté. Et on vous rappelle que vous allez pouvoir revoir l'émission ce jeudi à 5h qui va être postée. Et à la semaine prochaine!